Au bord de l'eau, page 300, chapitre 11, partie 70. Il fit accommoder immédiatement des poissons et des viandes, et différentes sortes de mets et de vins pour fêter l'arrivée de Lin Chong. Les deux hommes passèrent la moitié de la nuit à boire ensemble, dans le petit pavillon au bord de l'eau. Maintenant, dit Lin Chong, comment trouverais-je une barque pour passer de l'autre côté? Rassurez-vous, frère aîné, dit Zugi. J'ai ici mon batelet. Pour le moment, passez la nuit en ces lieux. Demain, à la 5e veille, je vous prierai de vous lever et nous partirons ensemble. Chacun s'en fut alors prendre du repos de son côté. Ils dormirent jusqu'à la 5e vigile. Et Zugu vint alors en personne dire à Lin Chong de se lever. Quand il se fut rincé la bouche et lavé le visage, Zuki fit encore apporter en l'honneur de tête des léopards 3 ou 5 coupes de vin, une collation de viande et d'autres mets. À ce moment-là, il ne faisait pas encore chaud. Ziggy, au pavillon du bord des eaux, fit glisser la fenêtre, prit un arc peint orné de pis, y plaça une saguette sonore et, visant l'autre rive, certain lieu de joncs brisés et de roseaux coupés, décocha son trait. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Lin Chong. « Ces flèches sont sonores et servent de signal aux repères de montagne. Dans un moment, une barque va venir nous chercher. » Effectivement, peu de temps après, sortant d'une moyère, s'en vint en face un courroux rapide occupé par 3 ou 5 estaffières. Ils accostèrent juste auprès du pavillon aquatique. Alors, le caïman sur le sec entraîna Lin Chong qui prit ses armes et son baluchon et sauta dans l'embarcation. Les estaffières reprirent leur aviron et en un clin d'œil, on aborda au rivage des sables d'or, on amarra. Zigu et Lin Chong débarquèrent. Les petits estaffières se chargèrent des bagages et des armes de Lin Chong. Et les deux braves montèrent vers le repère. Cependant, d'autres estaffières reprenaient les rames pour mouiller dans une crique voisine. Lin Chong regarda le paysage. Des deux côtés de la berge, il y avait des arbres dont les troncs faisaient bien une brasse. À mi-pente, un pavillon tranche-fer qu'ils contournèrent avant de parvenir à une imposante barrière devant laquelle on voyait grand déploiement d'épieux, sabres, espadons et hallebardes, d'arcs, arbalètes, angons et piques. De tous côtés, il y avait également des rodins, projectiles et des pierres de manche-gonneau. Les estaffières partirent en avant pour annoncer les deux arrivants. Les deux hommes franchirent la barrière et furent dans un défilé où étaient rangés nombre de bannières et de drapelets de troupes. Ils durent passer encore 2 barricades, et ce n'est qu'ensuite qu'ils parvinrent à l'entrée du repère.
Lin Chong purent voir que les alentours étaient hérissés de signes, que les 3 barrières étaient impressionnantes et que toute l'enceinte était imprenable. Au milieu de la place forte, il y avait une esplanade unie comme un miroir, de quelque 3 ou 5 000 pieds. Adossée au pied de la montagne se trouvait la porte du repère, proprement dite, avec des bâtiments latéraux de part et d'autre. Zhuge introduit Lin Chong jusqu'à la salle d'assemblée des pros. Au centre, sur une grande cahière, était assis un brave qui n'était autre que Wang Lu, le clerc à la robe blanche. À sa gauche siégeait Du Quan, touche le ciel. Et à sa droite, Song Wang, le Vajra dans les nuages. Zhu Qiu et Lin Chong s'avancèrent, lancèrent une saluade et Lin Chong resta debout à son côté. Zhong Qiu prit la parole. Ce sieur est instructeur des 800 000 gardes de la capitale orientale. Il s'appelle Lin Chong, dit tête de léopard. À la suite des persécutions du grand maréchal Gao, il a été banni à Kengzhou. Là, on a incendié à son issue les greniers militaires dont il avait la garde. Il s'est vu contraint de tuer 3 hommes, puis s'est réfugié chez le grand officier Kai, qui le tient en haute estime et lui a fait une lettre de recommandation express pour qu'il se joigne à la bande. Lin Chong tira la missile de son sein et la tendit avec déférence. Wang Lu la prit, en brisa le cachet, puis, quand il eut fini la lecture, il invita Lin Chong à venir s'asseoir en 4e place, tandis que Zhu Qiu prenait désormais la 5e. Ayant ordonné à des estafiers d'apporter du vin, il s'enquit. « Oré, il n'est rien arrivé de fâcheux au grand maréchal Kai. » Chaque jour, dit Lin Chong, il prend du bon temps à chasser dans la campagne. Wang Lu posa encore quelques questions, puis se mit soudain à réfléchir et se dit: « Moi qui ai échoué aux examens, j'ai dû par l'effet de ma foutue malchance venir ici avec Jun Quan pour me cacher dans les airs. Par la suite, Zhongguan est venu se joindre à nous, et nous avons rassemblé toutes ces troupes nombreuses d'estafières. Dire que j'ai pour ma part de grands talents militaires serait exagéré. Quant à Du Quan et Song Wan, leur science des armes n'a rien que d'ordinaire. Présentement, voici non seulement que vient s'ajouter ce nouveau venu, mais que par surcroît, c'est un ancien instructeur des gardes de la capitale. À coup sûr, ce doit être un grand guerrier. Si jamais il parvient à percer à jour nos pauvres capacités, il s'attribuera tous les pouvoirs, et dans ce cas, que pourrons-nous contre lui? Mieux vaut à la rigueur prendre le risque d'être incivil et trouver un prétexte pour le renvoyer en bas de la montagne. C'en sera fini, et des malheurs futurs seront évités. L'unique inconvénient est que je ne peux perdre la face vis-à-vis de Kai Chi, ni oublier ses bienfaits antérieurs. Pourtant, dans la situation présente, c'est un scrupule qui ne doit pas compter non plus. Il ordonna derechef au petit estafière de préparer un banquet auquel il convia Lin Chong. Tous les braves se mirent donc à boire et manger de compagnie.
À la fin du deuxième service, Wang Lung envoya un estaffière chercher 50 tasses d'argent sur un plateau, ainsi que 2 rouleaux de 6 glatons. Puis il se leva et dit